Ok, cool. Merci, bonjour. Je m'appelle Jean-Marie Favreau et j'ai eu différentes activités au fil de ma vie, mais j'aime bien fabriquer du logiciel libre. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un logiciel libre que j'ai fabriqué et puis que peut-être vous avez croisé au hasard de vos pérégrinations numériques, qui s'appelle Pomme de Lune. C'est un agenda culturel participatif. Justement, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Pomme de Lune ici? Cool, super, parfait. J'espère qu'à la fin vous connaîtrez. Pomme de Lune, c'est un agenda culturel participatif. Pommedelune.fr. L'idée, c'est de proposer un espace où on puisse trouver, pour le territoire qu'on a choisi de cibler, le Puy-de-Dôme, l'ensemble des événements culturels au sens large qu'on peut trouver. À la fois musique, concerts, mais aussi conférences, voilà, expositions. L'idée, c'est de proposer en un seul endroit des choses qui sont institutionnelles, mais aussi qui sont un petit peu plus niches, perchées, voilà, plein de choses différentes. L'idée, c'est d'avoir un état des lieux ou une vision de ce qui se passe à chaque instant dans notre territoire. Alors, on peut y naviguer, comme je vais vous le montrer, sur site internet, et sur le site web, et puis on peut aussi tirer des UICAL, voilà, si vous voulez ajouter ça dans votre agenda pour avoir une mise à jour régulière de vos... tout à l'heure, je vous montrerai, il y a des filtres des sujets qui vous intéressent, vous les récupérez dans votre agenda, et puis vous pouvez naviguer dessus. L'idée, finalement, ça pourrait être ça pourrait dire c'est un traducteur de tous les sites internet qui existent un petit peu partout, comme je vais le raconter tout à l'heure, en un flux UICAL que vous pouvez tirer et filtrer par vos centres d'intérêt. On a très tôt introduit la notion de la géolocalisation, ce qui permet de faire de la recherche par rapport à des points d'intérêt, etc. On aime bien OpenStreetMap, donc on a puisé un petit peu dans les facilitateurs et des choses comme ça. Et puis, comme je vous le disais, il y a la possibilité de chercher par thématique. Donc on a un large choix d'étiquettes qui permettent de décrire chacun des événements, que l'on peut cocher ou pas. On peut filtrer par localité, choisir typiquement une localité, puis un rayon autour pour pouvoir choisir ce qui nous intéresse. Alors, quand j'ai dit participatif, c'est parce que n'importe qui peut proposer un événement. Sur le site en haut, il y a toujours, si je reviens juste en arrière, hop, ici, perdu, parce que c'est pas un screenshot complet, là non plus, perdu. Là, c'est un screenshot complet, et tout en haut, il y a ajouter un événement. N'importe qui peut cliquer sur ce lien et puis ajouter, comme c'est explicité, quelque chose. Donc, il va tomber sur un formulaire de ce type-là, où par défaut, on lui propose juste de donner une URL parce qu'on a un certain nombre d'outils qui vont permettre de tirer automatiquement les informations et d'alimenter le site internet. Si on détecte que l'URL qui est fournie, elle ne satisfait pas à ces critères-là, on permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de saisir pleinement l'information. Mais l'idée, c'est de faciliter l'importation automatique pour que les humains aient le moins de taf relou à faire. D'ailleurs, on a mis en place des importations par lot toutes les nuits. Elles tournent. Il y a, comme je disais tout à l'heure, plus de 200 sources qui sont grabées toutes les nuits pour rassembler les informations et éviter la saisie rébarbative aux humains de ces informations-là. Là, je vous présente un peu l'outil général, puis après, je rentrerai rapidement dans comment ça fonctionne, puis on aura l'occasion d'en discuter un peu plus si vous voulez. Alors, il y a une équipe de modération qui anime ce site internet parce que l'idée, c'est qu'on n'a pas forcément envie de retrouver tous les événements qui ne pourraient pas satisfaire une éditoriale qu'on se réserve. Donc, il y a une étape de modération. Quand quelqu'un propose un événement, on va passer par un filtre de modération dans lequel on va pouvoir préciser le lieu, la catégorie. Ensuite, il y a les étiquettes, celles que vous allez pouvoir utiliser dans la recherche. Elles sont renseignées par des humains. Il y a des petites règles qui permettent de le détecter automatiquement. Et puis ensuite, l'idée, c'est que cette équipe-là, elle fait de la veille un petit peu sur et puis l'augmentation de qualité de description sémantique de l'information qui est présentée, si je voulais utiliser des gros mots, quoi. Alors évidemment, des fois, il y a des sources différentes qui décrivent les mêmes événements, donc il y a toute la partie gestion des événements dupliqués. Il y a deux sources qui produisent la même chose, ou alors une personne a rentré à la main et puis il y a une autre source qui le fournit. Ou alors, il y a une source qui a fait évoluer au fil du temps son contenu, et puis du coup, il faut comparer la version ancienne et la version nouvelle. Donc on va maintenir constamment une version fidèle à la source importée, et puis une version qui aura été créée localement et qui pourra être agrégée à partir des différentes sources qui vont être grabées au fil du temps. De sorte à ce que le travail des modératrices soit de l'ordre de je modifie l'événement dupliqué et puis je sélectionne pour l'événement qui est proposé à la navigation les informations qui me semblent pertinentes.
Donc tout ça, ça s'appuie sur une stack évidemment, et on est là pour ça. Je vous ai raconté comment ça fonctionne pour l'utilisateur. Maintenant concrètement, comment je l'ai implémenté, parce que j'en suis le développeur principal, même s'il y a d'autres personnes qui petit à petit se joignent à moi. Donc l'idée c'était, je suis parti des outils que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai choisi une pile en Python avec du Django, qui va utiliser Redis pour la partie cache, pour essayer de servir les choses pas trop lentement, et puis qui va utiliser un back-end qui utilise Celery pour réaliser toute la partie scrapping. L'idée, c'est que quand on navigue sur le site internet, si on dit tiens, cette adresse-là, il y a quelque chose d'intéressant, on n'a pas envie que ça bloque le site internet. Donc on va déléguer via Redis à Celery le soin de faire ce travail de récupération. Et puis, parce que certains sites internet, comme je le raconterai tout à l'heure, on s'est un petit peu amusé à les explorer en faisant passer nos robots pour des humains, il nous fallait un navigateur headless, comme on dit, sans un affichage, et donc c'est Selenium que j'ai utilisé. Ça permet de présenter une patte blanche, voilà, de se faire passer pour des humains quand on est des petits robots et récupérer les informations sans qu'il y ait de frein. Et tout ça, c'est stocké dans du PostgreSQL. Et parmi les petits trucs qui décorent ici, j'ai utilisé Beautiful Soup, que probablement vous connaissez si vous avez déjà essayé de parser du code, enfin du HTML. L'idée, c'est que ça permet d'extraire de manière structurée de l'information dans une bouillie HTML. C'est quand même assez intéressant. Et puis Pico CSS, que j'ai envie de juste pointer du doigt. J'ai choisi de faire une implémentation qui utilise assez peu d'outils, disons, gourmands. Il n'y a pas de JavaScript touffu. Et là, l'idée, c'est un framework CSS minimaliste, classless. Donc ça veut dire que la sémantique du HTML suffit à décrire la plupart des éléments qui vont venir agrémenter de style les éléments de la page internet. Je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est très bien conçu, c'est très léger. Et voilà, je profite de ce moment pour en parler. Alors, la roadmap, quand ça a commencé à l'été 2023, on était quelques personnes comme ça à discuter de cette envie, de cette idée. Moi, je dois vous avouer que c'est né d'une frustration, le fait que j'avais l'impression qu'il ne se passait rien dans le Puy-de-Dôme. Je me sentais dans le trou du cul du monde et je me disais, mais c'est pas possible, il se passe vraiment rien, quoi. Et avant de tomber dans la tristesse de cette idée, je me suis dit, en fait, ce serait peut-être cool de fabriquer un outil qui va vérifier s'il n'y a pas des trucs qui se passent, et pourquoi pas fabriquer cet ensemble de petits robots. On a aussi beaucoup discuté avec une copine qui a passé du temps à Rennes et où il y a des agendas un petit peu plus touffus que dans notre département. Et c'est pour ça que, au fil des discussions, voilà, les premières lignes de code en 2023 pour arriver à l'annonce officielle une année après, la mise de production pendant l'été, et puis petit à petit, dès l'octobre 2024, on a eu des premières personnes qui sont venues toquer à la porte pour nous rejoindre sur la partie modération. Et aujourd'hui, on est, je dirais, dans les faits, peut-être on est 4 ou 5 à travailler quotidiennement, mais il y a une quinzaine de personnes qui font partie de l'écosystème Pomme de Lune pour l'animer. Les statistiques, on collecte on présente environ 20 événements par jour. Il y a des jours, notamment en fin de semaine dans notre département, qui sont très denses avec 80 événements, puis des jours qui sont beaucoup moins denses, les débuts de semaine avec 2-3 événements, mais en moyenne on est à entre 20 et 21 événements par jour. Le nombre de visites qu'on repère là j'ai pris des stats par Google de son moteur de recherche, il y a environ 200 visites qui sont issues d'un clic direct depuis le moteur de recherche. Et puis c'est difficile à cause des robots d'évaluer le vrai nombre de visites uniques par jour. C'est pas quelque chose sur lequel je suis très solide, mais j'ai écrit un nombre ici. Voilà. Et en import récurrent, je vous disais, voilà, on a 230 sources qui sont importées quotidiennement par ces petits robots qui viennent parser les sources qui nous semblent intéressantes. Le code source, alors il est sous licence AGPL v3, donc c'est la GPL, mais vous le savez sans doute, c'est cette idée que si on veut réutiliser le code source et fournir un service avec, on doit redistribuer les modifications. C'est un peu la GPL version web, quoi. Le code source est disponible sur la forge de l'April. J'en suis, comme je vous le disais, le développeur principal, mais il y a une brochette de personnes avec qui on discute et puis qui participent aux décisions techniques qui font que l'outil fonctionne. Et le product owner est aujourd'hui ici. Il s'appelle Pivot et on pourrait discuter avec lui. C'est la personne qui m'a accompagné dans les décisions de design au fil de la dernière année. Et ça fait du bien comme ça, quand on est la tête dans le guidon, d'avoir une autre personne qui prend du recul et qui regarde autrement ce qu'on est en train de fabriquer. Les importateurs dont je vous parlais, il y en a des génériques. On peut tirer du ICAL très facilement, c'est comme ça qu'on a commencé. Il y a plein d'associations qui sont hébergées sur des Fram Agenda par exemple, ou des Google Agenda.
On a aussi, et là je l'écris ici, je le dis publiquement, mais en fait on contourne clairement ce que Facebook autorise. On scrape en se faisant passer pour des humains les pages et on arrive sans trop de difficultés et ça tient depuis 1 an sans que le code ait bougé à récupérer les informations. Donc c'est plutôt, ça paraît surprenant mais c'est stable dans le temps. On scrape des trucs un peu plus classiques comme Hello Asso, Mobilisons, que vous connaissez sans doute, qui est sur les événements plus, disons, militants. On a implémenté des plugins pour différentes sources qu'on a rencontrées au fil du temps. Les salles de concert ici, elles utilisent des trucs qui sont parfois un peu standards, donc on peut reprendre du code en faisant des importateurs génériques. Et puis des spécifiques, par exemple, si vous connaissez un peu la vie culturelle clermontoise, avec la comédie, la copée, la puce à l'oreille, bah, elles ont chacune un site internet qui a des exotismes. Par exemple, la puce à l'oreille, c'est codé en Wix. Et si vous avez déjà regardé un HTML codé en Wix, vous savez combien je me suis amusé pour faire un importateur qui fonctionne. Bah, il fonctionne. Et j'ai dû le toucher que 2 fois depuis 1 an. J'en suis assez fier. Concrètement, un importateur, il fait ça. Il va récupérer les données en les scrapant, comme ça. Donc, généralement, il arrive sur une page où il y a la liste des événements. Il récupère les URL de chaque événement. Puis ensuite, il va scraper la page de chaque événement et agglomérer au fil du temps les informations qui concernent chaque événement. Il fait de la consolidation de données, quoi. Il va mettre à jour les événements qui existent déjà. S'ils ont déjà été connus, on les identifie par leur URL unique en général. Et puis, on va pouvoir mettre à jour les événements et détecter les doublons, signaler au modérateur qu'il y a un changement qui a eu lieu. On va aussi consolider les informations par règles. On a quelques règles typiquement sur s'il y a des mots qui reviennent dans le texte, on va préparer le travail des modérateuristes en ajoutant les étiquettes et catégories pour qu'il y ait un travail un peu moins rébarbatif. C'est pas parfait, mais ça permet de dégrossir un peu le travail. Et puis on va modifier les états des événements. On a en interne des événements brouillons, des événements qui sont dépubliés, des événements publiés. Donc on va ajuster ça pour qu'il y ait un comportement fluide, pour que le matin, quand les modérateuristes se réveillent et vont aller modérer les événements, il n'y ait plus qu'une poignée d'événements à prendre en charge sur des gestes techniques assez simples pour pas qu'on ait un lourd travail à faire quotidiennement. Voilà, je suis allé un peu plus vite que le temps qui m'était imparti, mais j'ai pas beaucoup plus de choses à vous raconter de ça, à part répondre à vos questions si vous en avez, parce que finalement c'est plus ça que je trouve intéressant. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Petite question, si toutefois il y a une source qui doit être ajoutée, il y a forcément du développement spécifique qui doit être à faire, parce que parmi les X sources, il y a X codes différents. Ouais. Sauf peut-être du ICA. Ouais, effectivement. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine d'importateurs différents. On a construit des classes. Si tu sais écrire du Python, tu peux hériter d'une classe qui propose déjà beaucoup de facilitateurs. Tu n'as plus qu'à écrire la glue qui concerne le Beautiful Soup qui vient parcher le HTML et le récupérer. Donc là, il y a finalement, sur les sources qui sont bien structurées, en 2 heures, il y a un import fonctionnel et il tient la route. Il y a des choses qui peuvent être réutilisées assez facilement. On ajuste petit à petit les icals suivant les besoins. Et il y a des choses pour lesquelles, par exemple, on a incité les lieux qui animent régulièrement des événements à créer un frame agenda pour pouvoir produire un ical que nous on vient tirer. Il y a aussi la discussion avec les lieux qui organisent des choses pour soit ouvrir le contenu. Par exemple, on a discuté avec Astucience, qui administre le écoscience de notre territoire. Écoscience, c'est une plateforme des informations autour des informations, des actualités scientifiques, enfin des rencontres scientifiques sur les territoires, et c'est eux qui administrent l'écoscience. Et donc, ils nous ont mis en contact avec l'administrateur du site qui nous a fourni une API avec une clé, un token, et puis du coup, on va toquer à la porte à chaque fois. Voilà. Donc, au fil du temps, ça se passe beaucoup par des discussions humaines aussi. Soit on y va en brute force, comme sur Facebook ou sur la comédie, parce qu'on sait qu'ils n'arriveront pas à changer les choses. Soit on discute et on négocie, quoi. Et il n'y a pas de meet-up? Il n'y a pas de... Il y a la source meet-up? Non, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas. Si tu veux contribuer, t'es bien. Ouais. Alors tout d'abord, je voulais te remercier parce que j'utilise Pop de Lune toutes les semaines. Cool. C'est vraiment un outil que j'adore. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai découvert des fois
présenter des fonctionnalités que je ne connais pas, que je n'utilise pas en fait. Ok. La carte et la recherche, je m'en sers jamais en fait. Bon, bah ça veut dire, tu vois, Pivot, il faut qu'on le mette plus en avant, ces trucs-là. Ouais, je consulte la colonne, les titres. Ouais, ouais. Voilà, quoi. T'as dit que tu scrapais Mobilisant, mais Mobilisant, c'est pas un projet libre à la base. T'as pas discuté avec eux ou Si, voir en fait, avec eux comment faire des exports et utiliser facilement t'as pour raison. scraper. Alors, on scrape pas en vrai, on récupère leur API pareil. Là, une fois que tu es inscrit comme association, tu es renseigné comme association dans Mobilisons, tu as accès à un certain nombre d'informations publiques dans l'API et donc c'est ça qu'on utilise. Et alors, on a choisi de ne pas faire une synchronisation en push, mais plutôt de faire de tirer toutes les nuits pour garder le rythme des autres en fait. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu s'inscrire dans l'écosystème Mobilisons ou dans des écosystèmes existants. C'est parti d'une envie au début. Une des motivations, c'était beaucoup de nos copains vont consulter sur Facebook les événements autour de chez eux et n'ont pas envie d'aller sur Facebook. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un proxy pour que les gens n'aient pas besoin d'aller sur Facebook? Juste, je pouvais rajouter quelque chose. Moi, une des raisons pour lesquelles je gardais Facebook, c'était les événements. Et avec Pomme de Lune, du coup, j'utilise. Trop bien. Merci. Eh ben, merci à tous. Autre raison d'utiliser Pomme de Lune, le planète est branché dessus. Donc, exact. Merci d'ailleurs d'avoir implémenté le flux ICAL. Je sais pas qui c'est qui l'a fait dans la soumise. Voilà, merci Jean-Marie, merci Timothée, merci Gwen pour en parler, merci Laurent pour la salle. Et puis n'hésitez pas à venir au prochain. Et puis maintenant on va passer au petit brunch. Pas brunch, mais merci.